Bienvenue au podcast, ici Michael Cyr, kinésiologue et préparateur physique. Aujourd'hui, à l'épisode, je vous propose une discussion que j'ai eue avec Alexandre Claveau, qui est un de mes collègues dans l'organisation dans laquelle j'évolue. Alexandre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un passionné de course à pied. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi passionné dans ce domaine. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est comment celui-ci est venu à faire complètement un changement de carrière dans lequel il avait commencé comme agent correctionnel, puis aujourd'hui, il est devenu kinésiologue, puis il vit de sa passion. Donc, j'espère que vous allez apprécier l'épisode. C'est toujours très intéressant, très enrichissant de discuter avec lui. Donc, en même temps, si jamais vous voulez aussi laisser dans l'espace commentaire quelques suggestions ou plutôt quelques commentaires pour vraiment rendre le podcast encore meilleur, c'est toujours apprécié. Sans plus tarder, on commence l'épisode. Merci à tous et bienvenue à la barre haute. On va commencer le podcast officiellement. Là. Ça a pris un peu de temps à starter, mais écoute, mieux vaut tard que jamais, ben c'est sûr. Pour les auditeurs qui nous écoutent, dans le fond, on essaie un nouveau format où on est vraiment face à face. Je vais avec du monde que je connais qui sont justement dans la région. À 2 cm proches, collés. Là. Fait que là, on reçoit Alexandre Claveau. Donc, bonjour Alex. Bonjour Michael. J'espère que tu as brisé ton breuvage Oui, ce breuvage santé, sans alcool, bien sûr. Clean. Donc là, c'est vraiment... On essaie vraiment de faire le format plus chill, plus tranquille un peu. Fait que dans le fond, la raison pourquoi je t'avais invité aussi, parce que tu avais des connaissances quand même assez poussées en course à pied, mais aussi parce que tu avais fait aussi beaucoup de courses à obstacles, puis même que tu t'es rendu au niveau quand même, je dirais pas national, mais mondial, le championnat du monde aussi en course à obstacles. Est-ce que je me trompe? Non, c'est exact. Tu as bien fait tes recherches. Ce n'est pas le national. Merci. Et comme on dit, le national, c'est vraiment du pays. Bon, bref, on diverge. On divague un peu. Mais là, dans le fond, moi, on s'était parlé un peu. On est collègues de travail, mais en tant que tel, j'ai jamais vraiment peut-être su d'où venait ta passion pour la course à pied, d'où ça vient. Fait que tu peux... en parler un peu. OK. Ben avant tout, pour ceux qui ne le savent pas, comme Michael vient de le dire, on est collègues de travail. Donc, je travaille avec lui pour les Forces canadiennes. Ça va faire déjà depuis novembre. Donc, pour répondre à ta question, depuis la course à pied, je te dirais, honnêtement, avant que j'étudie comme kin, j'étais gardien de prison. Donc, j'ai fait environ 3 ans. Puis, là-dedans, c'était m'étacher pour être gros et massif. Fait que c'était vraiment comme, OK, c'est bon, je vais comprendre. Fait que j'étais à 210 livres. J'avais atteint ça. Puis, à un moment donné, j'avais une de mes ex qui m'a présenté comme une course à obstacles qu'il y avait en région au Saguenay. Je me suis dit, hey, je vais essayer, ça a l'air de fun, 5 km. C'était, je pense, la course des dieux. Oui. Ouais. En mai, là, ouais. C'est ça. Ça a donné que j'ai pas pu la faire, mais je m'avais quand même préparé. Puis, ce qui m'a vraiment frappé, c'était pour un 5 kg, ça me prenait 45 minutes. Parce que je faisais des breaks tout le temps, je faisais des périostites. J'avais mal partout, j'avais un camelback pour 5 km. J'étais comme, c'est sûr qu'il y a de quoi qui va pas. J'étais essoufflé quand je montais mes marches, j'étais fort. J'étais capable de lifter, puis bencher quand même assez lourd. Les 3 plaques-ish, j'étais capable facilement. Sauf que j'étais pas capable de courir. Fait que ça m'a vraiment fait un gros clash de faire, c'est pas ça que je veux être. Ça sert à rien d'être gros si je suis pas capable de comme bouger correctement autour de ça. Fait que c'est là que ça m'a intéressé là-dessus à courir comme de la course à pied. Puis je te dirais que ça va faire... le temps passe vite. Je te dirais que ça va faire 12 ans? Non, attends. 12-13 ans que je fais de la course à pied. OK. Ouais. Dans l'entraînement, ça va faire... je te dirais un 15-18 ans que je suis là-dedans. J'ai 30 ans en passant pour ceux qui savent pas. Toi, t'en fais même pas. Non, c'est ça. T'es encore à 25 ans, la sortie du bac, là. Parce que j'ai une barbe, vous pouvez pas voir, mais la barbe me vieillit énormément. Dieu merci parce que je me ferai écarter tous les jours. On va mettre dans la description une photo du temps que t'avais. Photo avec un costard vraiment chic, aucunement adéquat pour le podcast, mais c'est correct, ça va juste situer l'histoire. Mais là, quand t'as commencé en course, mettons, on situe la course des dieux qui remonte à quoi, une douzaine d'années à peu près, t'étais-tu gardien de prison ou c'était en processus? Non, attends, je commençais tout juste. J'avais fini ma formation, j'avais étudié au collège d'Alma.
Puis j'avais fait mon... c'est 1 an et demi, c'était un AEC, une attestation d'études collégiales. C'était vraiment le fun comme cégep. Puis c'est ça. Après ça, j'ai fait mes stages, puis l'année d'après, je me suis préparé vraiment plus physiquement pour le métier. OK. Fait que c'était là le gros build-up de 210 livres environ. Fait que tu sais que t'es arrivé ton clash un peu dans le fond. Ouais, vraiment. Surtout quand je suis arrivé pour la course, que j'ai fait, OK, peu importe qu'est-ce qui se passe, il faut que je m'améliore. J'ai vraiment diminué. Cet été-là, j'ai commencé à courir, puis j'ai vraiment poussé. Après un 6 mois vraiment dédié, j'avais réussi à retomber à 190 livres, 180 livres. OK. Mais j'avais arrêté de m'entraîner musculairement parlant. Je faisais juste de la course. Totalement, hein? Ouais, ben j'avais pas autant de connaissances que j'ai aujourd'hui. Fait que j'étais allé dans l'extrême de genre, je vais faire du muscle si je cours. Fait que, Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui, mes muscles se sont plus raffermis. Totalement. Mais c'est ça. Fait que j'ai perdu toute la force que j'avais développée. Cependant, j'ai développé un bon cardiovasculaire. OK. Puis dans le fond, c'est quoi tu es allé chercher comme outil pour vraiment progresser en vue d'améliorer ta course en tant que telle? J'étais allé voir une personne qui m'avait été référée en région. Peut-être que tu le connais. C'était un prof d'éducation physique qui est encore au cégep de Jonquière. C'était Éric Paquette. Je le connais de nom, mais je l'ai Ouais. jamais vraiment croisé. Je sais qu'il entraînait les gaillards de Jonquière, Ouais, l'équipe c'est de football collégial, mais je sais même pas ce qu'il est rendu aujourd'hui. C'est ça. Il est toujours là. Je pense qu'il reste 1 an encore. Salut Eric si tu vois ça. C'est ce qui m'étonnerait. Aussi t'écoutes. C'est ça. Non, ça a donné vraiment pur à don. Puis c'est là que j'ai commencé à plus connaître la course obstacle parce que lui avait créé, avec son programme scolaire, le cours SGX. Que c'était Spartan SGX. C'était vraiment un cours de cross. Ah, c'est lui qui a créé Ouais. ça, OK. C'était un cours de cross-training qu'il a fait. Puis ça allait très bien comme projet. C'était A1. Puis il faisait des cours que c'était des entraîneurs en dehors des plages horaires d'école. Que c'était 3 fois semaine. Que là, c'était du monde passionné qu'il prenait comme bénévole. Puis là, il embarquait là-dedans. Fait que moi, j'ai Ok. embarqué dans ces cours-là. Plus son service individuel qu'il m'offrait. Fait que j'étais vraiment motivé. Puis c'est comme ça que j'ai tombé en amour pour la course obstacle. Puis ça a été le début de la déchéance vers des courses en dénivelé qui étaient l'enfer plus que sur le flat. Ouais, puis pour ceux qui connaissent pas le Spartan en tant que tel, parce que tu as parlé de Spartan SGX, dans le fond, c'est une des plus connues mondialement au niveau de la course à obstacles. C'est reconnu quand même national, mondial. Un ferré de course à obstacles saurait c'est quoi? Il y a plusieurs disciplines aussi. Là. Ben, le principe de Spartan, l'organisation Spartan, c'est connu à l'international, mais le Spartan SGX, c'est une division comme un peu CrossFit niveau 1. Fait que c'est vraiment, si tu veux être coach spécialisé en course à obstacles, Ok. certifié par l'entité numéro 1, entre guillemets, ben là, tu vas avoir la certification SGX. Donc, c'était le cas pour que Eric, dans le temps, puisse donner des cours officiels de Spartan sur la bannière Spartan. Il fallait qu'il y ait les certifications, donc c'est pour ça que le groupe s'appelait Spartan SGX. OK. Mais en général, les courses à obstacles vont être des Spartan Race. Donc, pour catégoriser rapidement, 3 courses de Spartan, tu as une sprint, une super, une beast. Et tu as l'ultra beast, que c'est 2 fois une beast. Donc, pour catégoriser les distances, on parle de 5 km la sprint, 10 km la super, une distance de demi-marathon, une beast, et une distance de presque marathon pour une ultra beast, qui est 2 tours d'une beast. Ouais, puis ce que j'aime aussi, c'est que c'est aux environs. Donc souvent, ils marquent 5++. Puis Ah, des fois, c'est 2-3 km. ma première course à obstacles, c'était à Stoneham. Là, j'ai fait le super plus. Ah, 7 km plus. Ben oui, je suis capable de courir 7 km, pas trop. Puis c'était rendu 17 km, 3h30 de plaisir. Écoute, Le plus, c'est vraiment comme. Il monte pas, là, mais d'après moi, c'est un gros plus avec une petite étoile en haut pour dire ce plus ne veut rien dire. ne fiez-vous pas au kilomètre C'est ça. donné. Ouais. Mais ouais, en général, c'est pas mal ça. Dans les courses, là, de nos jours, Spartan essaie de vraiment uniformiser le tout. Que toutes les courses deviennent vraiment à la même distance, avec le même nombre d'obstacles, parce que dans chacune des courses, il y a un nombre d'obstacles spécifique. Si je me trompe pas, sprint c'est 15, super c'est 25, beast je crois que c'est 30, 35 à peu près. ultra c'est le double, parce que c'est 2 tours. Donc c'est pas mal ça. Mais là dernièrement, il essaie de comme y aller sur des nouvelles. Donc des courses à relais en équipe, des 3 km. Dernièrement, il y a eu le championnat, donc il y avait une course de 3 km qui était vraiment intéressante. OK. Fait que c'est des formats qui essaient de plus attirer le monde. Puis après ça, tu as les championnats que là, on y va sur des 24 heures.
On y va sur des distances vraiment plus fous que c'est à d'autres places à travers le monde, mais qui sont à une seule place dans le monde, en général. OK. Puis là, cette année, c'était... Wow! J'ai perdu le fil cette année. Avec l'arrivée au travail d'Inforce, j'ai pas mal arrêté de suivre ça là-dessus. Mais je te dirais que dans les comparatifs, sinon, il n'y a pas juste la Spartan Race. Le monde pense pour acquis que dans les courses obstacles, il y a uniquement Spartan Race qui est gros. Il y en a beaucoup ailleurs. Malheureusement, depuis la COVID, il y en a beaucoup qui ont diminué. Mais au Québec, on en a des très belles. Donc, je vais faire ma petite plug rapidement. On a la Dead End Race, qui est une course qui est très le fun. Donc, c'est un 7 km. T'as après ça un 4 km que tu fais la boucle le plus souvent possible. Puis t'as, c'est ça, le 4 km puis le 7. Et t'as aussi le tour Apocalypse que tu fais 12 km environ. Mais cette fois-ci, t'as une difficulté. Donc, tu dois transporter un objet avec toi. Là, je te regarde d'un air intrigué. Ouais. L'Apocalypse, c'est sûrement un nom de bisounours aussi. Oui, c'est vraiment... C'est comme le plus. Ouais, c'est c'est comme le plus. Oui, c'est ça. Donc, il y a celle-là qui est connue au Québec. Sinon, après ça, on a la... j'ai un blanc. On a la Rushwood Race. Ouais. Que elle a depuis toutes les années, comme habituellement, il y a des petites, pas compétitions, mais il y a un esprit de compétitif à savoir laquelle qui est la plus belle course au Québec. Ouais. Et Rushwood gagne Unanimement. Merci. Ce numéro-là, vu que c'est un site permanent et c'est à Saint-Édouard de Masquinongé. Je sais. Qui est tout à fait à côté. C'est ça. C'est entre Trois-Rivières et Québec, si je me trompe Ah, pas. c'est quand même pas si pire. Puis c'est vraiment un beau site. C'est un 7 km. Puis c'est sur, en même temps, une piste, si je me trompe pas, c'est de motocross. Fait que c'est vraiment des petits dénivelés que c'est rarement que tu y cours sur un flat. OK. Mais c'est juste assez technique pour avoir du fun sans pour autant arriver sur une montagne désastreuse qui te démotive complètement. OK. Puis là-dedans, tu as habituellement une cinquantaine d'obstacles. Pour combien de kilomètres? 7 km. Pour 7 km? Et ça fait beaucoup, là. Ouais, c'est ça qui est le fun. C'est vraiment une qui est exigeante. Puis il offre aussi la possibilité de faire un mode mission, parce que les autres ils ont une mentalité ish militaire. Donc c'est de refaire la même chose, sauf cette fois-ci avec un objet aucunement adéquat pour transporter, mais le fun. Donc j'ai fait 4 années au total. Il y avait une fois que c'était une chaîne de 35 livres. Une chaîne que je transportais pendant 7 km. OK. Tu dois monter les pentes avec ta chaîne, tu dois trouver une méthode. C'est sûr qu'il ne te fait pas monter les cordes avec, tu dois les déposer, mais dans tous les cas, tu dois transporter les objets. Une autre fois, c'était un baril rempli d'eau. C'était vraiment désagréable. Une autre, c'était une bonbonne d'essence, sans essence. Ben, ouais. Puis une autre, c'était un sac à dos militaire. OK. Donc, un sac à dos, je pense qu'il était de 45 livres. OK, fait que puis ils standardisent pas les poids, là. Oui, ben les poids qu'on utilise tout le monde durant cette année-là, ils standardisent. Mais c'est pas le même poids qui revient à chaque année. Ouais, c'est ça que je veux dire à peu près, là. Fait que tu sais, 35 livres à 45 livres, on s'entend, là. C'est ça, le but, c'est vraiment de créer une mission de solidarité. Que peu importe la personne qui l'est, il y en a certains qui vont y aller à la course. Il y en a peut-être 2-3 qui sont vraiment craqués. Mais sinon, c'est vraiment une épreuve plus de cohésion. Que même si tu t'es pas inscrit avec la personne pour courir contre elle, OK. tu vas faire les obstacles avec elle parce que c'est même si tu cours, c'est vraiment pénible musculairement plus que tous les autres obstacles que j'avais déjà fait. Ouais, puis c'est vraiment, ben, tu sais, c'est vraiment, comment je pourrais dire, c'est vraiment une communauté en tant que telle, les courses obstacles, un peu comme le CrossFit ou encore d'autres types de Carrément. groupes. Ouais. Puis tu sais, puis ce que tu n'as pas mentionné, c'est que tu peux aussi, tu sais, oui, tu as l'esprit de compétition, de camaraderie, mais tu as des compétitions, ce que tu peux le faire en équipe aussi. Mine de rien, tu n'es pas obligé d'être tout seul là-dedans, tu peux être en groupe, en famille, puis faire l'activité quand même, là. Totalement, puis ce qui est le plus beau là-dedans, c'est que, là je vais comparer au CrossFit. C'est pas que le CrossFit est mal, c'est juste que CrossFit a un esprit compétitif que habituellement tu veux battre l'autre ou tu veux toujours battre un temps. Dans la course à obstacles, tu veux pas battre l'autre nécessairement, c'est le premier qui arrive, c'est la ligne d'arrivée, oui. Sauf que ce qui est le fun là-dedans, c'est que tout le long de la course, vous vivez quand même beaucoup d'obstacles parce que vous vous rattrapez ou la personne se dépasse. À certains moments, il y a des pénalités pour un obstacle. Donc la personne la rattrape puis l'autre est plus loin. Dans tous les cas, c'est une situation vraiment spéciale parce que la personne n'est pas démotivée de l'autre. La personne va encourager l'autre de tenir son rythme et d'être à côté d'elle. C'est ça qui est beau dans ce sport-là. Donc, il n'y a pas vraiment de « je vais te caler pour avancer ». C'est vraiment « suis-moi parce que je vais être plus motivé à avancer si on est tous les deux ». Fait que, non, c'est vraiment le fun. Puis, j'ai jamais vu d'esprit sportif malsain dans ce sport-là. Il y en a toujours, mais c'est pas majoritaire pour dire que le sport, c'est vraiment pas le fun d'y aller seul.
même si tu y vas en gang tout simplement, puis tu cours tout le monde. Puis, je pense que d'expérience aussi, la première fois que j'ai fait le fameux Spartan Super là, que je te disais, la première fois, même quand t'allais pas trop vite, tu sentais que le monde il disait de pas lâcher puis de continuer, mais tu sais, ce qui est... Puis en même temps, là, je fais une petite parenthèse, moi, une affaire qui m'a marqué le plus, c'est oui la difficulté, mais en même temps, c'est vu que je l'ai fait béton dans la montagne, c'est Stoneham qui est une piste de ski au Québec. Moi je l'avais fait, elle est dégueulasse. Non, ouais, mais dans le sens que quand tu montes, tu te fais prendre un moment de regarder puis tu vois le paysage vraiment du parc des Laurentides. Fait que des fois tu as des courses qui te permettent de vivre ce moment-là. Ce qui est vraiment le fun aussi avec les courses à obstacles. Puis si tu es un passionné de randonnée en plus, mais tu peux trouver ton compte, tu peux profiter du bois d'une manière de compétition ou encore juste d'exercice physique. Carrément, ça peut être complètement intense si tu y vas en hike. Comme, cette année, je me suis donné comme défi juste de faire une beast, donc un demi-marathon. Ok, juste ça. En hike. Fait que je courais pas, je voulais faire la marche. Fait que j'étais vraiment comme le seul spécial. Tout le monde courait à certains moments. Moi, je faisais juste admirer la vue parce que littéralement, comme tu le dis, leurs sites sont toujours faits en sorte que quand tu montes la montagne, ou en tout cas la pente, tu as tout le temps un très beau visuel. Mais le monde ne prend pas le temps d'apprécier ça. Puis ils mettent vraiment l'effort là-dessus à justement monter à tel emplacement pour que ça soit dur et d'avoir certains champs visuels. Sinon, ils seraient tout le temps dans la forêt puis ça serait pas plaisant non plus. Ouais. Fait que j'étais le seul à faire ça. Ça m'a pris une éternité la course. Là. Ça m'a pris en affaire comme 5 heures de temps. Mais j'y allais en hike, c'était le fun. C'était un défi complètement différent. Donc, il y en a toutes les sortes. Puis il y avait personne qui me démotivait. Le monde, je marchais à côté puis ils m'encourageaient pareil. Comme si j'y vais à la course et ils vont m'encourager. C'est ça qui est le fun là-dessus. Puis tu sais, au final, eux autres, en même temps, ils font leurs petites affaires, puis tu passes à côté, t'es l'étrange du groupe, mais en même temps... Totalement. Puis en plus de ça, si t'es à côté puis t'es juste allongé, même si t'es allongé puis tu dis rien, tu vas toujours avoir une personne. S'il y a une personne qui passe, ça va être une sur deux qui va venir te dire « Ça va-tu? Y a-tu de quoi? » Puis il va partir. Ouais, parce que l'esprit vraiment d'entraide est élevé dans ces courses-là. Que tu sois... T'as une crampe, c'est vraiment pas long. Parce qu'il n'y a pas autant de personnel médical partout. Mais ils se relayent beaucoup sur, OK, ben si on laisse des bénévoles sur un obstacle, ben, entre les deux obstacles, les coureurs vont venir avertir au travers. Puis c'est toujours le cas. C'est rarement une personne qui reste seule pendant 1 heure, puis personne avertit, puis tout le monde passe devant lui. C'est vraiment un bel esprit que tout le monde se communique entre eux pour si quelqu'un se blesse dans le parcours. Puis mettons, au nombre de courses que tu as faites, que tu as déjà vu, mettons quelqu'un qui était mal pris puis qui ont dû faire justement l'effort de caller, d'appeler l'ambulance ou quoi que ce soit, les secouristes, ou c'est jamais arrivé ça? Non, je te dirais qu'en général, quand ils sont vraiment mal pris, ils viennent avec un tout-terrain puis ils vont jusque-là. Ils sont vraiment équipés. Je ne connais plus c'est qui la compagnie d'ambulance, mais ils sont vraiment équipés pour justement aller chercher le monde là-bas. OK. Puis on va revenir un petit peu vers le moment où tu as décidé d'aller vraiment sur le championnat mondial, disons, de course à obstacles, l'OCR, Obstacle, pas Popsicle, Obstacle, Course Racing. Ouais. Fait que d'où c'était une idée un peu de faire ce défi-là, puis de préparer. C'était sûr que j'étais craqué avec d'autres amis qui étaient tout autant du même niveau que moi. Puis on se motivait parce que là, on se disait, OK, ben je pense qu'on a le calibre pour. Puis l'avantage de ce sport-là, c'est une personne qui court, mettons, un 5 km en bas de 20 minutes, ne va pas être nécessairement transférable en course à obstacles parce que ça nécessite énormément de force de préhension du haut du corps. Et surtout durant les championnats mondiaux. Donc l'acronyme c'est OCRWC pour World Championship. Donc celui-là, ce n'est pas Spartan qui prend l'entité de ça. Il y a un championnat spécifique de Spartan Race. Mais la plupart du temps sont aux States. Puis l'année que ça avait eu lieu, que moi j'avais réussi à avoir mes qualifications pour y aller avec mes amis, je me disais, crime, c'est à Londres, ça a l'air vraiment incroyable. Comme une fois dans sa vie, on va y aller, ça va être le fun. Puis je m'étais inscrit pour le 15 km pour après ça l'équipe à relais. Fait que mes deux autres amis en équipe à relais avaient tout autant leur force. Il y en avait un qui était vraiment agile. Donc Adam, que lui, il faisait son justement 5 km facile en bas de 19 minutes. T'avais un de mes amis Jean-Michel, que lui, c'était vraiment plus comme une grosse force des jambes, puis hockeyeur, donc capable, dans les obstacles de transport de charge, d'aller quand même vite avec une charge sur ses épaules. Moi, c'était vraiment pour le haut du corps, toute grippe ou comme faire le singe. C'était vraiment plus ma force. Fait que
On s'est dit, on perd rien, c'est une chance dans notre vie d'y aller. Puis on avait les ressources, puis on avait la motivation pour s'entraîner pour ça. Fait qu'on est allé. Je te dirais que c'est là que j'ai compris c'était quoi une préparation physique et mentale spécifique. Parce qu'arrivé sur place, on a eu une mauvaise gestion de plusieurs facteurs. Donc l'événement, on avait planifié la fin de semaine et on était arrivé le début de la semaine. Fait qu'on s'est dit, on est à Londres, fait qu'on va en profiter. On va visiter un peu partout. On a visité trop. En général, on marchait 30 km par jour. Fait que à la fin de la semaine, puis au travers de ça, on marche beaucoup. On voulait beaucoup collecter le plus de visites puis le plus de souvenirs possible. Puis ça a fait en contrepartie qu'on mangeait beaucoup, donc on mangeait plus que ce qu'on était habitué. Et on mangeait surtout de la nourriture qu'on n'était pas habitué. Ça fait un gros facteur différent quand on arrive dans une phase d'affûtage. OK. Maintenant que c'est aujourd'hui. Donc, ça a fait en sorte que j'étais arrivé à la compétition. Puis là, la compétition, on n'était pas habitué justement au type d'environnement. Comme j'ai dit, que la plupart du temps, c'est en montagne que ça se fait. Le championnat pour cette année-là, ça faisait sur un flat. Oh! Fait que les gros calibres, on s'est fait ramasser. C'était magnifique. Mais ça m'a vraiment redéveloppé un mental vraiment plus solide. Parce que c'était une course vraiment incroyable. Il y avait beaucoup d'obstacles. Je pense que pour 15 km, il y avait une affaire comme 60 obstacles. Quelque genre. Okay. 50 ou 60. Mais il y en avait vraiment comme plus qu'à la normale sur ces distances-là. Parce que vois-tu, je pensais que vu que c'était sur le flat, comme tu dis, vraiment à plat, je pensais que vous alliez performer vu que vous étiez préparé vraiment plus pour les montées-descentes. Finalement, non, ça n'avait pas. Finalement, ça n'avait pas rapport parce que finalement, au niveau mental, tu n'étais pas préparé à ça. C'est ça, parce que j'avais rarement développé ma vitesse de pointe, ou en tout cas, vraiment ma vitesse de course, parce que je me relayais énormément dans les montées et les descentes. C'est ça mes forces. Donc, dans les flats, je me disais, c'est possible, je suis capable de survivre au travers, et les obstacles, je vais rattraper le monde. Mais dans les montées et descentes, c'est ma force là-dessus. Là, c'était pas de montée, pas de force. Donc, c'était pas mal. OK, c'est bon, je vais essayer d'augmenter ma vitesse, mais sur un 15 km, avec beaucoup d'intervalles de prends l'obstacle à bout de souffle, en repart, prends l'obstacle à bout de souffle, en repart. C'était une gestion que je n'étais pas habitué là-dessus. Okay. Je n'étais pas conditionné parce que les courses au Québec n'étaient pas comme ça. OK. Tu te rappelles-tu à peu près dans les top 3 des équipes, c'est-tu sous forme de pays ou c'est vraiment équipe, mettons? Non, il y avait les pays aussi. Justement, un de mes chums que lui a été sur... il a représenté, mettons, une équipe? Il a représenté le Canada. Nous, on avait fini, je pense, dans... Je pense que c'était 18e. 18e sur une affaire comme 80 équipes à l'international. Ce qui est excellent. Puis lui, il avait fini premier avec son équipe. Okay. Fait que, mais c'est tout autre maître de la nature. Lui, puis deux autres gars du Canada. OK. Puis, admettons, si tu avais à dire, là, si tu avais à dire vraiment que, à part dans ta préparation plutôt que le moment, parce que tu sais, moment, même si tu n'étais pas préparé à ce qui s'en venait, je suis convaincu que tu as eu vraiment beaucoup de plaisir, mais mettons, au moment de ta préparation en tant que telle avec ton équipe, c'est quoi les points forts puis les points faibles, mettons, de cette préparation-là? Le point fort, c'était à ce moment-là mon travail, parce que j'étais gardien de prison, et mon horaire faisait en sorte que là, j'avais un poste permanent à ce temps-là, fait que je travaillais toujours 8 heures. Okay. C'était rare que je faisais des 16 heures, mais dans ce milieu-là, on ouvre une parenthèse, dans ce milieu-là, il y a beaucoup d'assignations obligatoires comme les infirmières. Fait que ça arrivait souvent que je faisais un 8 heures. Ah non, finalement, ton chiffre est extensionné à 16 heures. Fait que là, la période d'entraînement est comme « Oh merde, je peux pas m'entraîner. » Fait que dans des circonstances de même, j'étais souvent « Ok, mon plan A, c'est si tout va bien, je fais mes 8 heures, je peux m'entraîner le matin à faire ma course et le soir pour faire ma muscu. Okay. » Et je faisais ça quand même assez souvent dans la semaine. C'était à ce moment-là Eric qui faisait mon cardio et Louis Gagné qui faisait ma muscu, si je me trompe pas. Okay. Louis Gagné de Correction à ce moment-là, qu'il n'était pas chez Correction avant. Fait que lui, il faisait comme vraiment la préparation physique. OK. Puis ça marchait très bien. L'horaire faisait en sorte. Sauf dès l'instant que j'avais du surtemps, que je travaillais de nuit, c'était difficile à gérer. Fait qu'il fallait que j'aille un plan B et un plan C. Si le sommeil manquait, puis il fallait que je trouve des priorités là-dedans. Parce qu'au final, tu sais, je peux pas... Faut que je sois honnête avec moi, avec ce volume-là d'entraînement qu'il faut avoir. Si je l'ai pas, c'est où que je peux aller chercher ça dans ma semaine. Mais il faut quand même que je dors. Ça sert à rien de manquer mon sommeil pour un entraînement que ça va rien servir.
sais, au final, ton meilleur entraînement, c'est toujours lui de demain. Ça sert à rien si je me pousse aujourd'hui, Mhm. mais que je suis trop pété le lendemain parce que j'ai nuit mon sommeil puis j'ai pas mis les bons facteurs pour pousser. Fait que non, ça a vraiment été la gestion de tout ça. Puis quand j'avais le temps, on s'occupait en équipe pour essayer de faire un peu plus d'équipe à relais. À ce moment-là, on était commandité par Majosport. Je sais pas si tu connais. Je connais Majosport, Ouais, mais j'aimerais ok. ça que tu expliques qu'est-ce que Majosport. Majosport, c'est beaucoup de choses. Mais à ce moment-là qu'on s'entraînait, elle avait fait construire un petit circuit Ninja Warrior. Ouais. Donc, ça nous permettait au final d'avoir un environnement qu'on pouvait mettre du volume d'obstacles, que c'était difficile à aller chercher en région. Donc, on essayait de créer comme un peu de conditions de pré-fatigue pour aller chercher des obstacles un peu plus difficiles, pour aller chercher plus de volume de préhension. OK. Que même en escalade, ça aurait pu être pertinent, mais on voulait vraiment des prises plus spécifiques qu'on risquait de retrouver dans les obstacles. Donc, ça, on le faisait une fois ou 2 semaines pour essayer d'avoir un volume, mais vraiment tout le monde ensemble. Tout le monde avait leurs propres entraînements spécifiques pour l'équipe à relais. Mes partenaires, eux, n'ont pas fait le 15 km. J'étais le seul qui avait fait le 15 km. Les autres, ils avaient fait un 3 km. Donc, durant les championnats mondiaux, il y avait le 3, le 15 et l'équipe à relais. OK. Donc, l'équipe à relais, je crois que, si je me trompe pas, ça devait être un 8 kg. Puis c'était séparé avec une discipline de vitesse, que c'était le début. Après ça, une discipline de force générale, que c'était les carry, majoritairement, avec 2-3 obstacles. Et après ça, tu avais une vingtaine d'obstacles de haut du corps, comme en 1 km. OK, ou bah, 1,5. fait que dans le fond, tu faisais les 3 types de distances en équipe. Je pensais que tu en faisais, mettons, une. Fait que vous étiez qualifié pour les 3, le 15, puis la relais. Vous faisiez les 3 dans le fond dans votre même. On pouvait faire les 3 si on les voulait. OK, mais vous n'avez pas fait. Non, il y en a qui le faisaient, mais moi, je préférais plus comme mettre mes pions vers là où c'est que ça allait être plus gagnant. Puis pour moi, c'était vraiment les longues distances, les 15 km. Mais en tout cas, c'est elle que j'aimais le plus. OK. Puis la course à relais, ben, on s'est fait vraiment, bon, ok, lequel qui est plus dans nos forces. Puis c'était vraiment comme une zone, la personne commence ça. Puis il y a un point de relais. Là, on passe le flambeau et c'est l'autre personne qui part. Et la troisième après ça, à ton dernier relais. Et après ça, je pense qu'il y avait un genre de 100 mètres, que c'était 2 obstacles en équipe. Puis on termine l'équipe ensemble. Donc là, c'est encore plus important que les 2 autres, même s'ils sont fatigués. Il faut qu'ils terminent à la fin avec nous autres, même aux 2 obstacles. OK. Fait que ça peut être fatal, ces choses-là. OK. Fait que c'est pas mal ça là-dessus. Ça répond à ta question? Ben, ça répond ça répond très bien à ma question. Puis dans le fond, qu'est-ce que, mettons, comme ça, est-ce que tu avais. Mettons, là, tu as l'expérience aussi de course à obstacles. Bon, est-ce que quand tu l'as fait la première fois, est-ce que tu avais déjà songé à y retourner l'année d'après ou dans les autres années ou Parce que oui tu puis t'es non. dit. Je te dirais, je voulais y retourner, sauf que quand j'ai voulu y retourner, là, j'avais décidé de retourner aux études. Mhm. Fait que c'était un choix que je pouvais pas me permettre de réavoir un volume d'entraînement autant similaire. Donc j'ai fait des sacrifices puis j'ai vraiment fait un stop sur les courses à obstacles complet durant toutes mes années d'études. Durant mon certificat et durant mon bac après 100 kin. Fait que j'ai été un 4 ans hors du circuit à juste survivre aux études universitaires. Puis tranquillement, là, depuis que je suis retourné dans les forces, je recommence dans le circuit peu à peu. Ben, je trouve que tu y vas un petit peu fort, le dire survivre aux études. C'est pas si pire que ça. C'est pas si pire. Ouais, c'est parce que j'avais 3 jobs en même temps, c'est pour ça. Ah! T'avais 3 jobs en même temps. En plus d'argent correctionnel aussi. Là. L'agent correctionnel, je le faisais uniquement l'été. Fait Ok. que mes ta- mi-session, fin de session. Ton emploi d'été, là. Mon emploi d'été, c'est c'était argent c'était correctionnel. emploi de prison, là. C'est ça. Wow! Moi, je retournais faire mon temps en prison. Oh, quand même. Fait que j'avais pas vraiment le temps. Même durant l'été, quand certaines personnes se disent je vais me remettre en forme, moi, j'avais pas le temps parce que j'accumulais les heures et l'argent. Donc, je faisais des 12, des 16 heures back-à-back durant tout l'été. OK. Ouais. OK. Puis sinon, qu'est-ce que tu faisais pour pallier un petit peu pendant les études? Là? Tu faisais l'automne, l'hiver? Là? Je te dirais que en général, j'essayais d'y aller comme je le pensais. Durant mes études, j'essayais tout le temps d'avoir au moins un kinésiologue qui m'entraînait pour essayer d'avoir une motivation parce que je trouvais ça quand même important d'avoir tout le temps quelqu'un qui te coach Mhm. pour toujours avoir des questions ou jamais être par toi-même. Puis si tu as des questions, t'es comme, faut que tu te débrouilles. Moi, j'aimais toujours avoir une personne de référence et aussi une personne que je payais pour parce que là, je me sentais obligé je vais le suivre parce que je paye quand même un montant pour ça. Donc, si je me trompe pas, là, ma première année, je l'ai faite avec Alexandre Gagnon-Bouchard. Salut à lui s'il écoute.
Très content, j'avais adoré. Puis après ça... Je suis un très grand fan du podcast d'ailleurs, clin d'œil. Puis la deuxième et la troisième année, j'ai décidé d'aller plus spécifique dans la course à obstacles. Donc j'ai décidé d'y aller avec Samuel Hébert, qui est rendu un très grand chum à moi. Donc grâce à ce moment-là, ben, j'ai fini mes stages finaux avec lui dans sa compagnie. Et maintenant, je travaille pour eux autres depuis la fin de mon bac. Okay. En même temps que les forces canadiennes. On va y revenir un petit peu, mais là, j'aurais aimé ça savoir aussi qu'est-ce qui t'a fait vraiment songer à quitter Argent correctionnel, qui est quand même un emploi qui est quand même payant, disons, très payant. versus en kinésiologie en tant que tel. Tu sais, oui, tu as un background en entraînement, ouais. en sport, mais tu sais, d'aller de là à là, est-ce que tu pourrais peut-être élaborer un peu plus? Je te dirais qu'en général, le monde me trouvait fou au début de faire ce changement-là, de retourner aux études quand tu as tout à perdre. J'avais ma permanence, j'avais ma stabilité d'emploi, donc le salaire, je l'avais. Puis t'avais ta maison aussi, je pense? Non, j'avais pas de maison, mais j'étais en voie d'avoir une maison. Mais j'étais toujours limité parce que je travaillais sur la Côte-Nord. Parce que j'avais pas développé de réseaux sociaux vraiment. Mon objectif, c'était tout le temps dans mes congés, redescendre au Saguenay. Fait que j'avais pas vraiment poussé à développer de quoi de fort en région. C'est peut-être pour ça que ça a aidé le fait que je retourne aux études. Mais bref, les questions que je me posais, c'est... je me réveillais le matin, puis à chaque fois que j'allais travailler, ça me tentait pas. Puis à un moment donné, j'ai rencontré ma blonde durant ma dernière année. Et là, j'ai commencé à me poser des vraies questions à savoir est-ce que je suis heureux dans ce travail-là? Oui et non. Non. Donc, c'est quoi que je suis capable de contrôler pour l'être? Puis, ce qui ressortait toujours le plus, après quelques mois que je me posais la question, c'était la job. Parce que cette job-là est le fun en soi. Il y a beaucoup de variétés. Je ne vais jamais négliger là-dessus. Thumbs up pour mes collègues qui sont là-dedans. J'ai un très grand respect pour eux autres. Pour moi, je ne ferais pas ça de ma vie parce que... quand on regarde les études là-dessus, parce que durant mon bac, j'ai poussé des projets associés avec les services correctionnels pour ressortir des études. Mais pour revenir au sujet, le taux de dépression, le taux de suicide, le taux de burn-out est dans les plus élevés dans les corps de métier en général, dans les services correctionnels. C'est quelque chose qui est peu médiatisé, c'est quelque chose qui est peu soutenu comme métier. Donc, on a rarement du support en général. Puis dans ce milieu-là, c'est beaucoup de négatif parce que il y a peu de valorisation de ses pairs. Il y a peu de valorisation de ses supérieurs. Donc, c'est difficile dans un milieu d'essayer de se valoriser en soi, de se dire « je fais la bonne chose ». Donc, les seules choses qui me valorisaient dans ma journée, c'était quand j'allais m'entraîner ou quand je faisais autre chose que le métier. Mes collègues m'aidaient, mais quand mes collègues n'étaient pas contents, ma journée n'était pas agréable non plus. Fait que c'est plate que ta journée dépende vraiment de ça. Puis, dès l'instant qu'il se passe une situation que tu reprends... que tu croises une personne qui s'est suicidée ou que tu interviens physiquement sur quelqu'un ou que tu interviens sur une chicane ou peu importe. C'est toujours des situations que tu peux être assujetti à plus de post-trauma. Puis au final, tu peux devenir pas un moins bon humain, mais tu peux développer moins d'empathie envers les autres. Et c'est ce que j'ai perdu dans mes premières années. Okay. J'étais quelqu'un de plus empathique avant de commencer à être agent correctionnel et j'ai perdu énormément ça avec le temps. Donc, j'ai dû retravailler sur moi énormément. Donc, bref, pour revenir à ta question, c'est vraiment qu'est-ce qui m'a amené à être heureux dans la vie. Puis, ma conjointe m'a beaucoup aidé là-dessus à savoir, ben, tu perds rien finalement. J'avais 3 ans dans ce milieu-là, c'est pas énorme. Donc, j'avais beaucoup de choses à perdre, mais si j'aimais pas l'option de retourner aux études, je pouvais toujours revenir dans le métier parce qu'ils sont en manque partout. Je me disais, ben, ok, je vais faire 1 an comme en essai, puis je vais voir comment c'est. Donc, j'ai fait mon certificat en activité physique, en sciences de l'activité physique. J'ai vraiment adoré, j'ai eu le coup de foudre. Et après ça, j'ai vu la possibilité de revenir dans le métier durant l'été. Puis, comme étudiant à temps plein, entre guillemets, ce qui n'est pas applicable. Donc, c'est juste, je démissionnais à chaque été. C'est tout ce que je faisais. Je rentrais pour démissionner. Parce que vu que ça faisait pas plus d'1 an, ben, j'avais pas besoin d'être recertifié dans les certifications parce que c'était tout le temps dans l'année même que je revenais. Fait que c'était vraiment moi qui étais perdant. J'étais tout le temps top échelon. J'étais tout le temps le plus bas dans l'ancienneté, mais je gardais mes échelons salariales. J'étais vraiment gagné là-dessus. Mais bref, ça a vraiment été, si je me sentais bien là-dedans, c'est ça qui a fait la différence. Parce que mon père m'a toujours dit, dans la vie, soit tu
travailles pour vivre ou soit tu vis pour travailler. Dans cette situation-là, j'avais vraiment l'impression que ma vie était juste le travail. Puis j'avais pas l'impression de vivre. Parce que mon travail, je l'aimais pas. Puis mon changement de carrière a vraiment fait que ma passion fait en sorte que je vis chaque jour. J'ai l'impression de vraiment aimer ma vie et j'ai pas l'impression de travailler. Donc j'ai vraiment l'impression que je travaille pour vivre. Puis on s'entend-tu que les conditions de stress, tu m'en as parlé quand même beaucoup, là, sont minimes comparées à un jeu correctionnel, c'est rien. Écoute, moi, ce qui m'a marqué vraiment là, quand je t'ai connu, quand t'es rentré, là, c'était vraiment que tu as passé une course à pied. Puis que tu parlais beaucoup de course à pied. Tu faisais une formation, je pense, sur l'orteil gauche, puis la semaine d'après, tu étais rendu sur la luxe, là, sur le gros orteil. Ouais. Puis là, à un moment donné, tu arrivais là. Un peu plus, ça, je pense qu'il te manquait ton pied, ton os de pied. Ouais, là. C'est comme... mon modèle de pied que j'ai. Ah, tu l'as? Ben oui, je l'ai sur mon bureau. Ah, ok, j'ai pas remarqué. Écoute, je suis trop occupé avec mes autres affaires. Moi. J'ai d'autres objectifs d'entraînement à faire que d'entraîner le pied. Désolé. Mais écoute, écoute, excuse-moi, là, mais je vais en reparler, là. Tu sais, t'es vraiment. Je pense que t'es la personne ressource dans notre équipe vraiment pour tout ce qui est course à pied puis ainsi de suite. Puis à chaque fois, je fais la blague là, de Topo Athletics parce que c'est une marque de chaussures. Puis tu sais, il m'a vendu ça comme si c'était la Bible. Là. J'aimerais dire que c'est pas la Bible. C'est juste une marque qui a tendance à ressortir plus souvent. Mais pour vrai, je l'adore. Il n'y a pas une marque meilleure que les autres. J'aimerais ça spécifier ça, qu'on reste objectif là-dedans. On n'est pas affilié sur aucune marque. Non, effectivement, j'ai toujours pas de commanditaire, mais écoutez, je suis toujours disponible si jamais. Donc, blague à part. Je vais te donner des contacts. Non. Des contacts. Oui, je connais déjà. Connais-tu Major Sport? Oh mon Dieu. Ok. C'est bon. Non. Tu t'attendais pas à ça. Revenons à notre sujet. Ben, excusez. Bref. Ben, c'est ça pour ça, c'est ce nouveau format. Fait que là, ben, tu sais. Puis là, plus c'est ça, là, on va revenir un petit peu aussi au fait que là, tu continues quand même dans ton métier en ce moment. Tu es sorti du bac en kin. Ouais. Tu travailles avec moi aussi au sein des Forces armées canadiennes, mais tu travailles aussi avec Samuel Hébert. Peux-tu parler un petit peu de la compagnie? Oui, donc la compagnie, auparavant, on s'appelait Gestion Santé K5S. C'était 5 kinésiologues, donc qui étaient toute leur expertise. Mais avec le temps, puis avec la COVID, ça a fait qu'ils ont resserré les rangs. Donc, ils s'étaient rendus 2. Puis après ça, on est embarqué dans le lot, moi puis une autre kin. Puis après ça, là, on a restructuré le tout, puis on a réévalué la mission en soi. Puis durant mes stages, c'est durant mes stages que je suis arrivé que là, ils faisaient la restructuration de la compagnie. Donc, maintenant, on s'appelle MoveX. Donc, bouge avec les experts. Donc, cette compagnie-là, on a... Récemment, on est en projet de sortir une nouvelle application, parce qu'on avait notre application avant, mais là on prépare la nouvelle version prochainement. Et on fait du service à distance et en présentiel. Majoritairement en présentiel, c'est à Montréal, parce que la compagnie travaille en collaboration avec une compagnie de physio. Bien, une compagnie multidisciplinaire, que c'est Exophysio, donc à Montréal, à la Prairie, que eux, ils ont physio, ils ont ostéo, médecin sportif, puis... J'ai oublié un corps de métier. Masso, je pense. Je l'ai déjà dit peut-être. En tout cas. Puis, prochainement, ils vont ouvrir une deuxième clinique. Et ça va être encore MoveX qui va être la référence au niveau des programmes. Donc, c'est vraiment un environnement différent. Et nous, on spécialise vraiment plus en course à pied, que ce soit en préparation physique, reliée à la course à pied, ou au développement cardiovasculaire. Puis... c'est pas mal ça, donc j'ai commencé avec les autres durant mes stages, j'ai continué après. Ça va faire 2 ans en septembre, ben, ça va faire 2 ans dans quelques semaines. C'était durant mon bac que j'ai commencé, puis durant la COVID, ben, je faisais des cours à distance, en ligne, en Zoom, dans mon sol, dans ma maison, donc... Joie. Et ça, on veut certainement offrir nos condoléances à tous les entraîneurs qui ont dû faire ça durant la COVID. Mais c'était le fun, j'ai trouvé une technique. OK. Je mettais pas de musique, mais je parlais comme un malade. Tu chantais-tu aussi? Des fois, je faisais juste des petits yeah. Puis embarquait, c'est sûr. C'est sûr qu'il embarquait. Écoute, oui. Il était comme, oh mon Dieu, la musique est incroyable, l'ambiance est incroyable. La capella est incroyable. Ah oui. Mais non, je faisais juste comme déblatérer absolument tout le mouvement que je faisais, puis juste jamais amener de silence. Que je trouvais ça plate parce que dès que je mettais de la musique sur un Zoom, tu le sais tout autant que tu l'as utilisé durant ta job.
parler avec la musique au travers, des fois, tu t'entends pas, puis c'est beaucoup de gestion au travers. Fait que soit l'un, soit l'autre, c'est pas mal plus simple. OK. Fait que moi, je faisais ça durant mes études, puis c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Puis là, depuis la dernière fois qu'on s'est eu, t'es rendu en congé. Là, En vacances. T'es en vacances, puis là... C'est mes premières vacances depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Ouais, parce qu'à chaque été, durant mon certificat puis mon bac, je travaillais tout le temps. J'ai jamais eu de vacances durant... Mes seules vacances, c'était peut-être 3-4 jours. Ouais. Puis là, ça, c'est rendu 2 semaines et demie. 3 semaines. C'est presque 3 semaines. Je suis vraiment content d'avoir fait ça. Oui, hein? Ah, mais c'est important aussi de prendre des pauses des fois. Il faut pour le cerveau, pour l'aide, Ouais. pour l'esprit, pour la zénitude. Je ne sais pas si c'est un terme, mais je vais C'est un nouveau terme aujourd'hui qu'on va C'est un appliquer. nouveau terme. Oui. Dictionnaire zénitude. Dictionnaire, ouais. Mais avant qu'on quitte aussi, je voulais savoir, mettons, si tu avais. Si tu sais, t'as parlé un petit peu de ton intérêt pour la course à pied, mais je pense qu'on n'avait pas parlé très bien, ou plutôt assez en détail, des formations que tu suggérais à une personne qui pourrait potentiellement avoir un même cheminement que toi, puis qui voudrait peut-être s'enligner vers la course à pied, qui découvre la piqûre. Qu'est-ce que tu conseilles de faire, ou quelles ressources tu te conseilles d'aller chercher pour vraiment maximiser ou optimiser tes connaissances là-dedans? Je te dirais que j'ai quand même eu des formations avec. En région, il y en a quand même. Il y a quand même beaucoup d'entités qui ressortent. Je ne vais pas en dire une en spécifique, mais les personnes qui s'intéressent à la course vont voir c'est qui les entités qui ressortent le plus en général d'informations. L'une comme l'autre n'a pas raison absolument. C'est juste que l'une comme l'autre ont leur force, soit avec plus de recensions scientifiques, soit une avec plus de pratico-pratique. Donc, faut en prendre bien en laisser. C'est ça qui va faire qu'on va être le plus outillé. De penser qu'après 2-3 formations qu'on a à vérité absolue, pour moi, c'est pas ça qu'il faut. La recherche scientifique est toujours en évolution. Donc, de toujours penser que, pas qu'on a toujours raison, mais qu'il n'y a rien de noir et blanc. Donc, mais l'important, c'est que peu importe les formations qu'on a, c'est qu'on soit capable de ressortir et de vulgariser correctement au client et qu'il y ait des résultats en fonction de ça. Parce que ça ne sert pas à grand chose si on paye une formation de 5000 $, puis au final, on ne l'utilise pas. Puis surtout qu'on n'est pas capable de la vulgariser correctement. C'est vraiment ça le plus important. De prendre des formations qui nous intéressent, ça va être ça le premier. Donc moi, dès l'instant que j'ai commencé mon bac, j'ai pris des formations, même si j'étais étudiant, j'arrêtais pas d'en prendre. Je lisais des livres. Ça veut pas dire qu'un livre a l'air ennuyeux, qu'il va pas être pertinent pour la personne. Donc les livres d'anatomie spécifiquement sur le pied, je détestais ça, lire ça. Mais ça m'a fait une différence astronomique dans ma compréhension de la mécanique du pied. Donc, ce qui est vital en course à pied. Donc, le mouvement commence de là, après tout. Là. Fait que... Puis, c'est pas mal ça. Écoute, allez-y avec qu'est-ce qui vous intéresse dans les formations. Et peu importe la formation que vous prenez, ça va toujours être transférable dans ce que vous allez faire. Que ce soit dans un mouvement physique pour la course à pied, ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement prendre toutes les formations de la même place. Regardez, depuis la COVID, ça s'est tellement développé, les formations en ligne, il y en a partout. Il y en a vraiment partout. C'est incroyable. Je m'attendais pas à ça, mais j'ai pris des formations que c'était des personnes en Australie qui le donnaient, comme au Royaume-Uni. Fait que j'ai comme, s'il n'y avait pas eu la COVID, c'est plate de dire ça de même, mais la COVID a beaucoup forcé ça là-dessus. Puis sans ça, ben, je pense pas que j'aurais eu autant d'accessibilité à des nouvelles formations en ligne qui ont été développées depuis la COVID. Puis je pense qu'un des points aussi importants à mentionner, c'est surtout avoir un esprit critique, parce que veux pas, tu peux vraiment. Tu sais, il y a plusieurs types de personnes, comme quoi tu peux suivre un gourou quasiment, tu sais, vraiment dire que cette personne-là, cet entraîneur-là ou ce formateur-là, tu sais, il dit la vérité toute crue, la vérité absolue, tandis que d'autres, c'est comme non, je veux rien savoir, mais en même temps, c'est bon d'avoir sa propre esprit critique, puis pas toujours prendre ce qu'on dit pour de l'argent. De l'argent, j'allais dire du cash. Du cash, la grosse money. La grosse money, mais plutôt de l'or, là. Ouais. Parce qu'au final, tu sais, la meilleure façon d'assurer que c'est la bonne information, c'est justement dans les études, puis de bien s'informer. Puis c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Fait que c'est important, c'est important de toujours développer son sens logique, je pense. Tout à fait. Puis pas d'avoir peur d'aller voir des personnes ou de poser des questions en masse, d'être vraiment curieux le plus possible. Même si on pense avoir raison,
qu'on n'a pas peur de ne pas avoir raison et de venir poser la question de dire j'ai-tu raison de penser ça de même? Oui et non. Ça se peut qu'on soit complètement détruit sur qu'est-ce qu'on pense. C'est correct, on va se reconstruire plus fort. Et notre logique aussi. Parce que un mauvais praticien pour moi, c'est quelqu'un qui pense qu'il a la vérité absolue, puis peu importe qu'est-ce que tu vas y dire, même si tu lui démontres des choses qui peut douter de sa ou des choses qui peut douter de la pertinence de ce qu'il fait, il se remet pas en question. Donc, pour moi, c'est vraiment la pertinence. Écoute, je te remercie beaucoup, Alex, du temps que tu as pris. Là. Merci à toi. Ceux qui ne sont pas au courant, ça nous a pris une bonne heure à essayer de fonctionner le système. Finalement, on est allé avec une méthode super simple. Puis j'espère que ça a bien fonctionné. On a acheté un nouveau portable. Oui, on a acheté un nouveau portable en 5 minutes. Amazon nous a directement livré, il était à côté. Il est arrivé, tu sais, Prime ouais, Now. Là. Le Prime. gars, il est arrivé, il était à côté, il nous a tiré ça. Là. Puis encore une fois, on n'a pas de commanditaire pour Amazon Prime. C'est bon. Fait que je te remercie beaucoup, Alex, puis au plaisir de te revoir à la fin de tes vacances. Yes, ciao.